Votre point de vue, Florent Gérard Mercier, plutôt que de critiquer, il aurait fallu y aller pour voir s'il pouvait changer les choses au sein même du gouvernement? Complètement. Si on prend un peu de recul, on regarde au niveau européen, sur 27 États membres, il y a 24 pays qui sont gouvernés par des coalitions. Et comment ça se passe dans les autres pays? C'est assez simple. Au lendemain du second tour des législatives, ce que la gauche aurait dû faire en réalité, c'est aller voir le parti présidentiel et aller commencer à négocier un accord de coalition. Avec, non pas en mettant, passez-moi l'expression, la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire les noms des personnalités avant le projet et les politiques publiques à mener, mais bien une discussion pied à pied sur chaque sujet et voir que veut-on faire et où on veut aller. Et seulement une fois que ça c'est signé et avec 289 députés qui soutiennent ce programme, là on peut commencer à parler des personnalités. Est-ce qu'il y a un programme seulement? Est-ce que la ligne politique... Ramener Charles Pasqua au ministère de l'Intérieur. Beaucoup parlent d'un gouvernement Fillon 2. C'est quelque chose il faut pas, quand même, resituons l'église au milieu du village. Il y a le parti présidentiel, le camp présidentiel est nettement majoritaire dans ce gouvernement. En fait, dans les derniers jours, Emmanuel Macron a un peu repris la main. Et quand on voit ce gouvernement dont on a accouché aujourd'hui, c'est plus un gouvernement giscardien, donc un gouvernement du centre avec l'appui de la droite, que l'inverse. Si on regarde tous les postes cruciaux, et notamment le premier sujet, c'est quand même le budget qui va arriver, eh bien, au budget et aux finances, ce sont deux macronistes qui sont là, et deux macronistes proches du président. C'est-à-dire que le président de la République a fait en sorte qu'il y ait une certaine continuité de son action, et je pense que c'est ça un peu l'enseignement de ce gouvernement, et il a pris un risque. Il a pris un vrai risque, puisque plus ce gouvernement sera proche finalement du macronisme et dans la continuité de la politique du président, et plus les oppositions, NFP et RN, vont s'opposer à ce gouvernement. Entre parenthèses, Florian Gérard Mercier, on va parler donc de cette ligne politique. À qui est favorable le rapport de force qui a été mis en place? Aujourd'hui, c'est quand même, encore une fois, un gouvernement très macroniste qui va s'inscrire dans la continuité de ce qui a été fait avant, avec l'appoint, effectivement, des LR à une personnalité, Michel Barnier, qui est devenue la personnalité préférée des Français. Donc, il va falloir réussir, de toute manière, à transformer l'essai. Je veux dire, quelque part, la France n'a pas le choix. On est à l'orée, potentiellement, d'une crise de la dette souveraine française, quand on voit notre trajectoire de déficit public, qui, soit dit en passant, l'instabilité gouvernementale qu'on a connue ce dernier trimestre, y est pour beaucoup dans les dérapages que Bercy a vus. Donc, enfin, on a un gouvernement qui va pouvoir travailler. Il va falloir travailler très vite à un budget qui réussit à faire de la France renouer avec la croissance, sans augmenter les impôts trop, puisque ça, c'est quelque chose dont les Français ne veulent pas. D'ailleurs, il n'y a pas de majorité pour augmenter les impôts. Donc, ça va être un équilibre extrêmement précis, extrêmement difficile. Un équilibre ou un jeu d'équilibrisme? C'est sûr qu'il va y avoir une ligne de crête très fine, puisqu'il faut rappeler encore une fois que ce gouvernement ne tient que s'il s'assure de la neutralité du Rassemblement national. Et là, on a beau avoir une coalition, on reste sur une majorité relative assez faible, et donc l'équilibre, qui aujourd'hui est quand même très macroniste, est un danger, et on peut dire, juste pour conclure, que l'espérance de vie de ce gouvernement s'est en fait rétrécie grandement du fait de la nomination d'autant de ministres macronistes à des postes aussi clés. Un gouvernement, on l'a cité tout à l'heure, qui n'a aucun avenir, dit Jordan Bardella ce soir. L'avenir du gouvernement, il dépend quand même beaucoup du Rassemblement national. C'est pour ça que je vous pose la question. Ah oui. Je ne comprends pas... Alors, de dire que le gouvernement n'a aucun avenir alors que le Rassemblement national dit on le censure, il n'y aura pas de censure a priori, on va attendre le discours de politique générale, il n'y aura sûrement pas de censure au moment du budget, c'est peut-être un petit peu contradictoire quand même de la part de Jordan Bardella. Peut-être une manière... Posez-vous à leur place quand même. Vous avez un Premier ministre, Michel Barnier. Vous dites on ne censurera pas un gouvernement Michel Barnier a priori. On entend dans les médias pendant très longtemps qu'il va y avoir un certain nombre de ministres LR, finalement une politique quand même assez à droite malgré tout, et à la fin, on voit qu'à tous les postes clés, on se retrouve avec des ministres macronistes assez proches du président de la République. À leur place, c'est un peu normal qu'ils réagissent de cette sorte, il me semble. Voilà, c'est donc... Quel est l'intérêt pour le RN de censurer le gouvernement maintenant, politiquement parlant? Politiquement. On a passé une crise qui s'appelle la Covid-19.
et au cours de laquelle nous avons fait le choix de protéger les... C'est quand même pratique. Oui, hein, il a bon dos, mais on c'est était pratique, tous le bien Covid. contents de sauver des millions d'entreprises et des millions d'emplois sur le sol français, monsieur. Non, mais regardez les autres pays européens, y compris. Non, aussi comparaison les n'est pas États-Unis. raison. Comparaison n'est pas raison, vous m'excuserez. J'ai été en fonction à Bercy pendant 2 ans pendant la crise de la Covid-19. Je peux vous assurer C'est à que cause de nous avons évité une situation économique bien plus détestable que celle que nous aurions pu avoir en ce moment. À quel prix Encore une fois, alors le quoi qu'il en coûte a été trop coûteux. Aujourd'hui, on paye la facture. Donc, vous auriez préféré avoir des millions de licenciements et de fermetures d'entreprises sur le sol français? Mais non, mais Non, mais honnêtement, répondez-moi, oui ou non. Moi, je vous réponds que autant sur les premières réponses qui ont été amenées, à peu près tout le monde est d'accord. Mais si vous regardez dans le détail, sur le long cours, le quoi qu'il en coûte a duré bien trop longtemps. Et on s'est retrouvé aujourd'hui, non seulement avec quand même des pertes d'entreprises et des pertes d'emplois, mais surtout avec une dette majeure qui aujourd'hui nous conduit droit dans le mur. Ce qui nous amène bien sûr aussi à cette date. Voilà, Bruno Retailleau qui devient donc le premier flic de France. Et c'est le gage, bien sûr, pour le gouvernement de la non-censure du Rassemblement national. On le répète, mais c'est quand même ce qui s'appelle un pacte. Oui, alors, est-ce que ça suffira? Voilà. Est-ce que ça suffira, Et maintenant que c'est fait? Maintenant que c'est fait. Et je pense que pour cela, il va falloir effectivement que Bruno Retailleau fasse ses preuves dans l'action. Et là, l'inquiétude qu'on peut peut-être avoir, en fait, pour tous ces ministres, c'est vont-ils avoir l'opportunité de rentrer effectivement dans l'action? Il y a cette épée de Damoclès du budget. Bon, on va voir. Mais il y a déjà beaucoup de décisions, effectivement, qu'en tant que ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau peut prendre, des choses qui ne relèvent pas de la loi. Et donc, je pense que les électeurs verront sur pièce ce sujet-là. Et notamment, arrivera-t-il à prendre une politique d'action qui satisfait assez les électeurs du RN pour qu'ils fassent pression sur les élus du RN afin que ceux-ci ne censurent pas. Parce que c'est ça, finalement, ce gouvernement va être tenu non seulement par le Parlement, mais aussi par l'opinion publique. Et donc, ça va vraiment être ça qui va faire surveiller pour les prochains... L'opinion publique qui... Que vous n'aidez pas Florian à Gérard, merci. reconstruire, en tout cas. Pardon, mais moi, ce que je trouve qui est un peu dangereux dans ce que vous dites, c'est cette idée de déni de démocratie. La démocratie, c'est aussi de regarder le résultat des urnes. Et avez-vous regardé la composition de l'Assemblée nationale? Mais moi, dans la composition de l'Assemblée nationale, si vous regardez le point central, eh ben, en fait, il est dans le camp présidentiel. Donc, il y a une certaine logique dans le fait que ce soit le camp présidentiel qui soit majoritaire dans ce gouvernement. Et il est vraiment... En fait, c'est dangereux et ça vous discrédite, en fait, de parler de déni de démocratie. Ça veut dire que vous ne jouez pas réellement le jeu des urnes non plus. Et si vous êtes mécontent aujourd'hui, je le redis, vous n'avez que à vous en prendre à M. Mélenchon et aux différents chefs du NFP. Principal. Vous vouliez réagir, Florian Gérard, merci. Oui, il n'échappera à personne que la rentrée est quand même passée. Il paraît quand même très peu probable que ce gouvernement puisse tenir jusqu'à septembre 2025. Donc, bon, il est pessimiste aussi. Malgré tout. Non, en vrai, mon sentiment ce soir, c'est vraiment l'appréhension parce qu'on est dans une situation budgétaire catastrophique. On va au-devant de véritables problèmes pour la dette française auprès des marchés financiers. Et donc, il va y avoir un message de confiance qu'il faut qu'il soit véhiculé. Et je ne sais pas à quel point... Bien sûr que la confiance est importante. Tout le monde a été douché. Il y a beaucoup à faire pour les ministres en place pour cet épisode politique inédit et incertain qui s'ouvre, bien sûr. Complètement, c'est... Une nouvelle donne politique. On est ici pour la première fois dans un gouvernement de coalition minoritaire qui plus est, et dans un contexte aussi d'accumulation de crises. Après 7 ans de macronisme, on a connu des crises quasiment tous les ans. Là, c'est un peu une forme d'apothéose des crises, avec une crise financière, des crises migratoires, des crises dans les Outre-mer, des crises du pouvoir d'achat également. Non, mais c'est... Désolé d'être un peu sombre. Mettons vers la jeunesse de ce plateau. L'avenir, vous le voyez. Et aussi, on le sait, le RN se prépare activement. En coulisses, on sait qu'il y a eu du ménage qui a été fait au sein des troupes, puisqu'on se souvient durant les élections législatives qu'il y a eu bien sûr des candidats qu'il ne fallait plus montrer. On a l'impression que tout le monde attend très clairement, en tout cas ces candidats-là, qui ne font plus partie du gouvernement, attendent leur tour.
tout cas, tout le monde se prépare. Je pense que c'est clair. Le RN, vous l'avez mentionné, en fait, a été finalement pris de court par la dissolution décidée par Emmanuel Macron en juin. Et donc, aujourd'hui, tout le monde ne veut pas refaire la même erreur, de se retrouver un peu comme ça, Le bec dans l'eau. pris de court, voilà, donc sans programme, sans même des candidats dans toutes les circonscriptions. Et donc, le RN le fait. Édouard Philippe le fait en posant sa candidature dès maintenant aussi pour se positionner à l'intérieur de ce bloc présidentiel. Donc tout le monde finalement est dans son rôle en restant à l'extérieur de ce gouvernement qui est quand même sur un siège éjectable, on l'a bien